Le 5 décembre 2015, le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé la découverte de l'épave du San José dans les eaux colombiennes, près de Carthagène des Indes. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe médiatique, et pour cause. Le San José, qui aurait coulé en 1708, aurait sombré avec dans ses cales un trésor inestimable d'or, d'argent et de pierres précieuses, dont certains estiment la valeur à 20 milliards de dollars. Ce qui en fait un des trésors, si ce n'est le plus gros trésor jamais trouvé au monde, et qui a donné au San José le surnom de Saint Graal des épaves. Les richesses qu'il transportait et les batailles menées pour son contenu continuent de résonner aujourd'hui, puisque depuis l'annonce de la découverte de l'épave du San José, cette dernière est au centre de multiples conflits juridiques et diplomatiques entre la Colombie, l'Espagne, le Pérou, mais aussi une société privée américaine. Je vous invite à découvrir dans cette vidéo l'histoire du San José, de sa construction à son tragique naufrage, qui coûta la vie à 600 hommes, ainsi qu'à la découverte de son épave quasiment 3 siècles plus tard, qui soulève des questions importantes et difficiles sur la propriété, la justice, ainsi que l'héritage du colonialisme. Le San José est un galion, mais c'est quoi un galion? Un galion, c'est un type de navire à voile qui a régné sur les mers entre le 16e et le 18e siècle. C'est un vaisseau emblématique de l'ère des grandes explorations maritimes européennes, tout comme ses ancêtres, la caraque et bien plus connue, la caravelle. La force du galion réside dans sa polyvalence. Il est assez grand pour stocker beaucoup de marchandises et des canons, tout en restant manœuvrable, ce qui fait qu'il est parfaitement adapté pour des missions commerciales, militaires, mais aussi d'exploration. Il existe plusieurs types de galions. Le San José est un galion dit espagnol. C'était de loin les plus imposants, du fait de leur utilisation principale qui était le commerce et la défense. Le San José est financé par la couronne d'Espagne. Il est construit et lancé à San Sebastián au Pays Basque entre 1697 et 1698, en même temps qu'un navire identique, son jumeau en quelque sorte, le San Joaquim. Il faut savoir que c'était de réels investissements pour les États que la construction d'aussi grands navires. En effet, leur tonnage, en gros leur volume à l'intérieur, est de 1200 tonneaux, soit quasiment une piscine olympique et demie. Les deux navires avaient 3 mâts, 2 ponts et un château. Ils pouvaient tous les deux contenir 64 canons et mesurer environ 32 mètres de long. Chacun de ces navires pouvait accueillir jusqu'à 600 hommes à bord, ce qui en faisait de véritables cités flottantes. Une fois leur construction terminée, courant 1698, le San José, accompagné de son jumeau, voyage jusqu'à Cadix, une ville très riche et importante puisque depuis le XVIe siècle, elle accueille les navires espagnols qui rapportent les trésors des colonies d'Amérique. Les deux navires intègrent d'ailleurs la flotte des Indes. Ils sont chargés d'amener aux colonies des biens rares, souvent des produits manufacturés tels que des armes, et de ramener les trésors du Nouveau Monde, principalement l'or et l'argent présents en abondance dans les nouveaux territoires. Une fois arrivés à Cadix donc, les navires se préparent à partir pour Tierra Firme, ce qui correspond à l'actuel Venezuela, une partie des territoires colombiens et l'isthme du Panama. Cependant, un événement majeur va retarder leur départ, un événement qui va plonger l'Europe entière dans le chaos, la guerre de succession d'Espagne. Le roi d'Espagne Charles II de Habsbourg meurt en 1700 à l'âge de 35 ans. Âge tout à fait honorable quand on connaît la santé très fragile dès la naissance du souverain, résultat de plusieurs siècles de consanguinité. Son impossibilité à avoir un héritier attise la convoitise du royaume de France, mais aussi du Saint-Empire romain germanique, puisque les deux familles régnantes, la famille des Bourbons pour le royaume de France et celle des Habsbourg d'Autriche pour le Saint-Empire romain germanique, sont toutes les deux apparentées à Charles II. Le dernier testament de Charles II, datant du 2 octobre 1700, désigne Philippe de Bourbon, dit Philippe V, petit-fils de Louis XIV, comme héritier unique du royaume d'Espagne. L'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Autriche vont alors se liguer pour éviter la concentration de pouvoir entre les Bourbons en France et en Espagne. Le conflit, qui va durer plus d'une dizaine d'années, va ravager l'Europe, mais aussi aura des répercussions dans les colonies. La guerre va retarder d'année en année le départ du San José et du San Joaquim pour Tierra Firme. En effet, on peut supposer que la couronne d'Espagne ne voulait pas risquer de mettre en péril les convois et leurs précieuses cargaisons qui pouvaient être facilement ciblées par les ennemis de la couronne. Nous avons assez peu d'informations sur la vie du bateau pendant les années qui suivirent. Si ce n'est qu'en 1702, le navire participe à la défense de Cadix, alors attaqué par l'amiral anglais Rooke.
Lors de cette attaque, le général José Fernández de Santillán s'illustre particulièrement. Il est ensuite nommé comte de Casa Alegre par Philippe V. Il va d'ailleurs essayer, quelques années plus tard, en 1705, avec une dizaine de navires, dont le San José, de reprendre Gibraltar aux mains des Anglais, mais cela sera un échec. Finalement, après 7 ans de guerre, les coffres de la couronne se vident. Le San José doit partir pour le Nouveau Monde, malgré les risques. Avec pour capitaine le général et le comte de Casa Alegre José Fernández de Santillán, il quitte Cadix le 10 mars 1706 à la tête de la flotte de Tierra Firme, composée du navire amiral le San José, mais aussi de son jumeau le San Joaquim et enfin d'un dernier navire, le Santa Cruz. Les 3 navires escortent une dizaine de navires commerciaux remplis de denrées alimentaires et de produits manufacturés. Après 48 jours passés en mer, la flotte arrive le 27 avril à Carthagène des Indes. C'est l'un des ports les plus importants de Tierra Firme car un point de collecte important d'or, d'argent et d'émeraude. La flotte de Tierra Firme doit ensuite se rendre à Portobello, et ce pour 2 raisons. L'une est que Portobello est un point de collecte d'énormes quantités d'argent de mines du Pérou. L'autre est que chaque année est organisé un immense marché annuel où les navires de commerce de la flotte peuvent vendre leurs marchandises. Un jeune missionnaire anglais, Thomas Cage, raconte: ce qui m'a le plus surpris fut de voir les trains de mules qui arrivaient de Panama chargés de barres d'argent. En un seul jour, j'ai compté 200 mules chargées de rien d'autre. Après le déchargement au marché public, il restait là-bas des tas de barres d'argent, comme s'il s'agissait de tas de cailloux dans la rue, sans crainte ni soupçon qu'elles se perdent. Ainsi, après ces 15 jours, j'ose dire et affirmer qu'il n'y avait pas dans le monde de foire plus grande que celle de Portobello, inclus les marchés espagnols et ceux du Pérou, Panama ou autres lieux. L'organisation de cet immense marché va prendre du retard, un retard qui, comme on va le voir, aura de très lourdes conséquences. La flotte va rester quasiment 1 an à Carthagène des Indes avant de finalement débarquer à Portobello en février 1708. Pendant plusieurs mois, les cales des navires vont alors se remplir d'or et d'argent. Le San José seulement aurait été chargé de 7 à 11 millions de pièces d'or et d'argent, soit plusieurs dizaines de tonnes. Mais aussi tout un tas de pierres précieuses et de produits de luxe comme de la soie, des épices et de la porcelaine. Pendant que ces richesses s'accumulent lentement, les ennemis de la couronne d'Espagne, eux, s'organisent. À quelques centaines de kilomètres de là, le vice-amiral Charles Wager, commandant en chef de la station britannique de la Jamaïque, veut tenter ce qui n'a été réalisé qu'une seule fois en plus de 100 ans: capturer la flotte d'or. Les trajets des flottes espagnoles sont assez prévisibles puisqu'ils font tout le temps les mêmes itinéraires. De plus, la flotte de tir affirmé, comme on l'a vu, a pris beaucoup de retard, ce qui fait que pour Wager, il est très facile de suivre l'avancée de la flotte. Il écrit le 13 avril 1708 au Conseil de l'Amirauté à Londres: On dit que l'argent du roi est prêt à être expédié à Portobello et qu'il s'élève à 11 millions de pièces de 8. Le vice-amiral britannique prend ensuite la tête d'une flotte de 4 navires. Il patrouille entre les îles Rosario et les eaux fondes de Salmedina. Courant avril, l'escouade jette l'ancre sur l'île du Petit Barou, aujourd'hui l'île El Rosario, afin de s'approvisionner en eau et en nourriture. Ils sont alors repérés par des navires espagnols qui vont prévenir la flotte de tir affirmé qui est encore à Portobello. José Fernández de Santillán décide tout de même de mettre les voiles pour Carthagène le 28 mai 1708. Mais alors qu'est-ce qui a pu pousser le comte de Casa Alegre à prendre la mer malgré la menace qui rôdait? Tout d'abord, l'époque des ouragans approchait dans les Caraïbes, et c'est un risque non négligeable. Il y a plusieurs flottes qui ont disparu à cause de ces ouragans en 1722, puis plus tard en 1715 et en 1733. Un autre facteur est évidemment le retard qu'ils avaient déjà pris. Il fallait que la flotte de Tierra Firme rejoigne une autre flotte à la Havane pour partir en Espagne. Il y avait donc une contrainte de temps. Et enfin, finalement, le dernier facteur, c'est que le comte de Casa Alegre avait sûrement confiance dans ses forces. En effet, les 3 navires d'escorte étaient renforcés par 2 autres navires, le Carmen et le Nieto, mais aussi d'autres navires français qui étaient lourdement armés. La flotte de Tierra Firme quitte donc Portobello le 28 mai 1708. Le San José et les 600 hommes à son bord ne reverront plus jamais la terre. Une dizaine de jours plus tard, le 8 juin, vers midi, la flotte de Tierra Firme se retrouve à hauteur de l'île Rosario, à seulement 50 km de la destination, Carthagène. C'est là que la flotte britannique va fondre sur eux. Le San José était au centre de la formation,
À sa proue, il y avait les deux frégates françaises. À l'arrière du galion se trouvait une autre frégate française et le Saint Joachim. Les navires marchands, eux, étaient placés sous le vent de l'escadre, tandis que le Santa Cruz était placé à l'avant-garde. Le vice-amiral Wager supposait que le trésor était chargé sur les trois plus gros navires, le Saint José, le Santa Cruz et le Saint Joachim. Il va donc diriger l'attaque vers eux. La bataille navale commence alors. Le navire britannique, le Kingston, va ouvrir le feu contre le Saint Joachim vers 5 heures de l'après-midi. Le grand mât du Saint Joachim va se briser et le bateau va perdre énormément de vitesse. Il va cependant réussir à s'échapper grâce à l'aide des bateaux français. Un peu plus loin, le navire L'Expédition, dirigé par Wager, part tout droit à la recherche du Saint José. Il avance à coups de canon, avec des intentions d'abordage claires. Les deux navires s'approchent à moins de 60 mètres, quand tout à coup, à 7h30, le Saint José explose en 1000 morceaux. Wager, témoin oculaire direct, raconte dans son journal de bord. Le soleil venait de se coucher quand j'ai attaqué le San José. Environ 1 heure et demie plus tard, alors qu'il faisait tout à fait sombre, le navire a explosé. J'étais alors à ses côtés, à moins d'un demi-coup de pistolet de lui, si bien que la chaleur de l'explosion nous éteignit vivement, et plusieurs éclats de planches et de bois enflammés arrivèrent à bord. Selon toute vraisemblance, la poudrière du Saint José a dû être touchée pendant la bataille, ce qui a engendré une explosion et un naufrage extrêmement rapide et très meurtrier. Sur les 600 passagers, seulement 11 survécurent. Le Santa Cruz, quant à lui, sera capturé après toute une nuit de combat. Seul le Saint Joachim réussit à s'échapper, mais ce dernier connaîtra aussi un sort funeste contre les Britanniques en 1711, mais c'est une autre histoire. Le Saint José va reposer dans le Grand Bleu pendant des centaines d'années. Il va rentrer dans la catégorie de ces navires au trésor légendaire, perdus à jamais dans l'immensité de l'océan. Quasiment 3 siècles plus tard, une société américaine obtient de la Colombie l'autorisation de chercher dans ses eaux l'épave du Saint José. Une équipe de chercheurs est alors mise sur pied, équipée de sonars, de magnétomètres et d'un sous-marin. Ils vont chercher l'épave pendant plusieurs années. Vers fin 1982, ils trouvent une épave qu'ils pensent être le Saint José. L'entreprise se rapproche de la Colombie pour entamer une mission de sauvetage. Va alors s'ensuivre une interminable bataille juridique entre l'entreprise Sea Search Armada et la Colombie qui refuse un partage, déclarant que l'épave et son trésor font partie de son patrimoine. Retournement de situation en 2015 puisque le président colombien Juan Manuel Santos déclare que la marine colombienne a découvert le véritable emplacement de l'épave du Saint José, non loin de l'emplacement qu'avait désigné l'entreprise américaine. L'identification du Saint José est certifiée grâce à ces images de canons de bronze sur lesquels sont gravés des dauphins. Les conflits ne s'arrêtent pas là puisque l'Espagne et le Pérou vont également revendiquer une partie de la propriété de l'épave. Tout d'abord, l'Espagne affirme que le Saint José est un navire d'État car il appartenait à la marine espagnole lorsqu'il a été coulé et son contenu est protégé par une convention de l'ONU, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, convention que la Colombie n'a pas signée. L'argument de l'Espagne ne porte pas seulement sur la propriété du navire, mais aussi sur son importance historique et culturelle. Les autorités espagnoles considèrent le navire comme un symbole de l'histoire maritime du pays et souhaitent donc rapatrier son contenu ou une partie de son contenu en Espagne. Un autre aspect du débat concerne les revendications de peuples autochtones boliviens qui affirment que les colons espagnols ont exploité leurs ancêtres et leurs terres pour extraire le trésor et qu'une part devrait leur revenir. En 2023, le nouveau président colombien Petro a demandé au ministère de la Culture de créer un partenariat public-privé pour récupérer le navire en vue de ramener au moins une partie du navire à terre d'ici la fin de son premier mandat en 2026. En mai 2024, l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire, en collaboration avec d'autres institutions de recherche, a lancé la première exploration robotisée de l'épave. C'est grâce à cette exploration que nous avons de nouvelles images de matériaux, notamment des morceaux de bois ou des parties de coque du navire, des traces d'encre possibles, mais aussi d'autres types d'objets comme des clous, des bouteilles, des bocaux et aussi différents matériaux comme du verre et de la céramique. 3 weeks later. Alors pour l'instant, aucune trace des dizaines de tonnes d'or et de métaux précieux. Est-ce que c'est si surprenant? Bon, déjà, on en est au tout début des explorations. Ensuite, la Colombie divulgue les informations qu'elle veut bien divulguer. Et enfin, et c'est sur ce point que je veux insister, l'estimation de 20 milliards de dollars du Saint José est très sûrement exagérée, et ce pour plusieurs raisons.
La première, c'est que, eh bien, il y a un espèce d'emballement médiatique autour de cette histoire et surtout, certaines parties prenantes des conflits juridiques ont tout intérêt à survaloriser en quelque sorte la valeur du trésor. Par exemple, si Search Armada, elle demande une proportion du trésor, donc elle a tout intérêt à ce que le trésor ait l'estimation financière la plus haute. Dans les semaines, les mois, les années qui vont arriver, on va sûrement avoir de grandes nouvelles, de grandes découvertes sur cette épave. On va sûrement trouver beaucoup d'objets, beaucoup de trésors financiers, mais pas que. Et c'est sur ça que je veux finir. Il va sûrement y avoir beaucoup de découvertes qui vont permettre aux chercheurs, aux archéologues et aux historiens de mieux comprendre comment on vivait sur des bateaux, de mieux comprendre les échanges entre les colonies et l'Espagne. C'est en fait sûrement ça la vraie valeur du Centro José, c'est la valeur archéologique et culturelle. J'espère que cette histoire du Centro José vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant d'étudier une histoire d'une épave comme ça, puisque d'un côté, on a toute l'histoire avec les échanges coloniaux, mais aussi avec les conflits, les batailles, les récits, etc. Mais aussi, voilà, on a un pied dans le présent et on peut voir, par exemple, ces espèces de lacunes juridiques, ces problèmes de coopération internationale pour ce qui est de l'archéologie maritime. C'est sûrement quelque chose qui va avoir lieu dans le futur, donc c'est quand même des questions que je trouve assez intéressantes. Puis ça permet aussi, voilà, de se poser des questions sur ces notions de justice, de colonialisme, qui sont, je trouve, très intéressantes. Moi, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et voilà, très bonne journée.